Depuis l'espace, notre Terre apparaît comme un vaste monde dans lequel la vie a pu se développer. Aujourd'hui, sur la planète bleue, les océans et les continents sont peuplés par des millions d'espèces de plantes, d'animaux, de virus ou de bactéries, et par plus de 7 milliards d'êtres humains. Mais dans l'immensité de l'univers, notre Terre n'est rien d'autre qu'un minuscule confetti. Loin, très loin de nous, se trouvent des milliards de galaxies, d'étoiles et de planètes. Alors, est-il possible que parmi ces mondes inconnus, situés à des années-lumière du nôtre, d'autres êtres vivants aient pu prospérer? La vie sur Terre serait-elle une exception, le fruit d'un hasard unique et singulier? Sommes-nous seuls dans l'univers? Depuis plusieurs décennies, les biologistes ont malgré tout avancé à pas de géant dans leur compréhension de l'émergence du vivant. Tout a commencé en 1953, avec une expérience inédite réalisée par Stanley Miller, un jeune chimiste de l'Université de Chicago. Stanley Miller a fait une expérience. Il a dit, je vais prendre des ingrédients, comme si c'était de l'atmosphère primitive, et puis je vais faire des décharges électriques dedans, et je vais voir ce qui se produit. Et c'est comme ça qu'il a fait une des premières démonstrations, et la première démonstration historique, qu'à partir d'éléments simples, le gaz carbonique, CO2, l'eau, H2O, l'ammoniac, NH3, ou l'azote, N2, donc des éléments simples, communs, etc., avec des éclairs électriques, en refroidissant, on était capable de produire des molécules comme celles qui fabriquent la vie telle que nous la connaissons, des acides aminés. Les acides aminés sont considérés comme les briques du vivant, des éléments primordiaux à la base de chaque organisme, du plus simple au plus complexe. Sur Terre, ils sont au nombre de 20. En s'assemblant les uns aux autres, ils forment les protéines, de longues molécules qui composent les cellules et assurent toutes les fonctions de l'organisme. Pour la première fois, Stanley Miller démontre que ces molécules peuvent se former spontanément à partir d'éléments simples. Du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote, du phosphore, du soufre. Des atomes présents partout à la surface de la Terre et qui réagissent entre eux lorsqu'ils sont soumis à un intense apport d'énergie. Il y a plus de 4 milliards d'années, les prémices de la vie sur notre planète seraient donc sans doute apparues ainsi. Mais alors ce même phénomène a-t-il pu se produire ailleurs dans l'univers? D'autres astres ont-ils un jour été le siège de telles réactions chimiques? Le 28 septembre 1969, une météorite s'écrase dans le sud de l'Australie. Baptisée météorite de Murchison, du nom du village voisin, ce caillou tombé du ciel va révolutionner notre conception des origines de la vie. Dans la météorite de Murchison, on a trouvé 70 acides aminés différents. Donc on sait pas, ils ne sont pas terrestres. Ils ont été produits chimiquement quelque part. Des acides aminés semblent donc pouvoir être fabriqués ailleurs que sur Terre. Ici, Louis Dandecourt et son équipe s'intéressent depuis de longues années à des corps célestes bien particuliers, les comètes. En ce qui concerne les comètes, eh bien disons, ce sont au moment de la formation des planètes, tout ne s'est pas formé en planètes, il est resté énormément de micro-planètes qui ne se sont pas complètement formées, qui se sont agrégées. Donc tous les grains qui sont des grains souvent de matière minérale, des grains de sable à la limite, se sont recouverts d'eau sous forme de glace, bien entendu, c'est pas de l'eau liquide. Et ces objets, quand ils se rapprochent près du Soleil, la glace fond, elle pousse les poussières qui se sont agglomérées au départ, et c'est ces poussières qui font qu'on voit une très belle queue sur les comètes. Ces agrégats de roches venus du fond des âges, Louis Dandecourt tente d'en reproduire la structure dans son laboratoire. Son objectif? Savoir si, au cœur des astres glacés se cache, comme sur certaines météorites,
les briques essentielles à l'apparition de la vie. À l'intérieur de cette petite enceinte sous vide, le chercheur injecte un mélange de gaz identique à ceux présents sur les comètes. De la vapeur d'eau, du méthanol, de l'ammoniac, du monoxyde de carbone. Puis il fait descendre le thermomètre jusqu'à -196 degrés, soit précisément la température régnant dans le vide intersidéral, aux confins de notre système solaire. C'est ainsi qu'il reconstitue artificiellement de la glace cométaire. Pendant 2 semaines, le mélange est bombardé par des rayons UV. Un rayonnement puissant qui équivaut à l'intensité émise par la lumière des étoiles pendant 1 million d'années. En fait, on est dans la même configuration qu'il y a 2 semaines. On a arrêté la lampe qui produit les photons et on est prêt maintenant à sortir l'échantillon qui se trouve toujours dans le cryostat. Sous l'effet de cet apport d'énergie, les glaces subissent d'intenses transformations chimiques. Après analyse, les échantillons révèlent alors la présence d'acides aminés. On a en fait une sorte d'extension de l'expérience de Miller à des systèmes solaires entiers, si vous voulez, d'une certaine manière. Eh bien, c'est quand même un très gros encouragement parce qu'on pourrait généraliser l'expérience de Miller à d'autres systèmes stellaires qu'on observe, en fait. On fait une expérience de Miller qui est valide à l'échelle cosmique. Les acides aminés, les briques fondamentales du vivant, se formeraient donc spontanément au cœur des comètes. Il y a bien longtemps, c'est peut-être même grâce à ces corps célestes que les premiers d'entre eux sont arrivés sur notre planète. Selon certains spécialistes, la vie sur Terre pourrait ainsi avoir une origine extraterrestre, une origine cométaire. Cette découverte est un grand pas dans la recherche de la vie ailleurs, car si les comètes ont pu ensemencer la Terre, elles ont peut-être également apporté des acides aminés sur d'autres planètes. Les premiers ingrédients indispensables à la vie pourraient donc se trouver n'importe où dans l'univers. Les conditions d'apparition de la vie, il faut les ingrédients de base, donc carbone, hydrogène, oxygène, azote, phosphore, soufre et encore toute une ribambelle de produits dans très petite quantité. Il faut un milieu dans lequel cela puisse se produire. En clair, c'est la chimie dans un milieu liquide, et le milieu liquide naturel, c'est l'eau. Donc il faut qu'il y ait de l'eau. Et pour que ces réactions puissent se produire et s'entretenir, il faut qu'il y ait des sources d'énergie. C'est de la chaleur, des éclairs, qui transmettent de l'énergie à des nouvelles molécules. Ils sont capables donc de générer des nouvelles molécules de plus en plus complexes. De l'eau, de l'énergie et des ingrédients de base capables de former des molécules complexes comme les acides aminés. Voilà donc les éléments essentiels à l'émergence du vivant. Grâce aux comètes, les acides aminés peuvent potentiellement se trouver sur n'importe quel astre rocheux. Le Soleil et les milliards d'étoiles de l'univers apportent quant à eux de l'énergie en grande quantité à toutes les planètes. Autour d'un Soleil, on peut trouver ces conditions. Alors, pour simplifier, la zone habitable, c'est si je prenais la Terre et que je sois capable de la déplacer plus ou moins près de son Soleil, il y a un moment où ça va chauffer beaucoup quand je m'en rapproche, il y aura une telle chaleur en surface que l'eau ne pourra exister que sous forme de vapeur. Il n'y aura plus de liquide. Si je m'éloigne, il va faire de plus en plus froid parce que je reçois de moins en moins d'énergie. Toute l'eau va se condenser, va devenir glacée. Donc je sortirai de la zone habitable. Donc ça me définit une zone habitable. Pour que de l'eau liquide subsiste à la surface d'une planète, celle-ci doit donc se trouver à la bonne distance de son étoile, ni trop loin, ni trop près. Dans notre système solaire, seule la Terre se trouve au cœur de la zone d'habitabilité. Mais pour de nombreux spécialistes, l'une de nos voisines pourrait, elle aussi, avoir abrité de l'eau dans le passé. Il s'agit de la planète Mars. Aujourd'hui,
Mars est un désert hostile et froid. À sa surface, une atmosphère toxique et un désert rouge battu par des vents violents. Mais en se rapprochant, les traces d'un passé bien différent se révèlent. Des fleuves asséchés, des canyons, des deltas. Autant d'indices démontrant qu'autrefois, l'eau coulait à flot sur la planète rouge. Mars est en réalité à l'extrême limite de la zone habitable de notre Soleil. Il y a plusieurs centaines de millions d'années, elle était ainsi recouverte d'un vaste océan. Alors, cette eau aurait-elle permis à une vie extraterrestre de s'y développer? Et si oui, des organismes vivants ou fossilisés subsistent-ils encore quelque part? Depuis quelques décennies, la planète Mars fait l'objet de toutes les attentions. Américains, Russes, Européens y ont déjà envoyé près de 50 missions pour en percer les mystères. La dernière en date s'appelle Curiosity. Curiosity, donc c'est un véhicule important, 900 kg, une bonne quinzaine d'instruments dessus pour faire des observations, des analyses, des mesures de climat, etc. Donc c'est un engin extrêmement complexe. L'objectif premier de Curiosity, c'est de déterminer les conditions qui ont pu exister lorsque le cratère dans lequel il est tombé a été formé, et depuis qu'il a été formé. Donc c'est un peu déterminer les conditions d'habitabilité. Est-ce que la planète a connu une période humide? Est-ce qu'elle a duré assez longtemps? Et qu'est-ce que ça a produit au niveau de la géologie? Le rover Curiosity est commandé à distance par des équipes de la NASA en Californie. Mais en France, toutes les nuits, des scientifiques travaillent en temps réel avec leurs homologues américains. Nous sommes au Centre national d'études spatiales de Toulouse. Éric Lorigny est le responsable du FIMOC, le French Instrument Mars Operations Center. Dans la salle de contrôle, vaste cœur opérationnel, il dirige avec son équipe le fonctionnement de 2 instruments embarqués sur Curiosity. Leurs noms, SAM et ChemCam. L'instrument ChemCam est un instrument qui envoie un laser sur des roches. Donc il envoie la puissance d'une centrale nucléaire sur 1 cm². Donc ça crée une explosion momentanée, mais très petite, sur la roche. Ça la met en fusion et la lumière émise par cette roche en fusion est analysée ensuite par des spectromètres qui permettent de savoir exactement la nature de la roche. L'instrument SAM, il analyse, donc il récupère des échantillons et il peut analyser soit de l'atmosphère, soit des échantillons solides et après déterminer là très finement la nature exacte de ce qu'il y a à l'intérieur de ces roches ou de cette atmosphère. Avec ses mini-laboratoires embarqués, Curiosity est parti en quête de signatures de la vie. Très vite, ses premières analyses confirment que de l'eau a bel et bien coulé autrefois à la surface de la planète rouge. Mais pour naître et pour se développer, la vie a besoin de millions d'années. Alors le précieux liquide est-il resté suffisamment longtemps? Pour le savoir, Curiosity a déployé son bras robotisé pour creuser le sol martien. Nous avons fait 2 forages à l'intérieur de la planète Mars. Donc ce sont des trous de 6 cm à peu près de profondeur et qui font le diamètre d'une pièce de 1 centime. Voilà. Et ces 2 forages que nous avons faits nous ont permis de découvrir de l'argile et de l'argile dans un milieu sans oxygène où la vie pourrait naître. L'argile est le fruit d'une longue dégradation de la roche par de l'eau. Sa présence est donc la preuve irréfutable que l'eau liquide a existé pendant longtemps sur le sol martien. Mais si la vie est un jour apparue sur la planète rouge, il est impossible qu'elle subsiste aujourd'hui en surface.
car Mars est en permanence soumise aux rayons cosmiques venus de l'espace. Des rayons puissants qui détruisent instantanément toute molécule organique. Le seul espoir viendrait donc des profondeurs de la roche. Le 8 février 2013, à quelques centimètres sous la surface, Curiosity a mis en évidence la présence d'un monde plus hospitalier. Des roches gris-vert, non oxydées, bien à l'abri des rayonnements nocifs. Bientôt, un nouveau robot encore plus performant prendra la relève de Curiosity. Son nom, ExoMars. Développé par l'Agence spatiale européenne, son lancement en direction de Mars est prévu pour 2018. Mais cela fait déjà 10 ans que les chercheurs du Centre d'études spatiales de Toulouse travaillent à la fabrication de ce rover à la pointe de la technologie. Le planétologue Pierre-William Bousquet est à la tête des opérations. On considère que la vie, si elle existe encore dans le sous-sol, doit être au moins enfouie à 1 mètre, 1 mètre 50. Donc Curiosity, sa foreuse ne permet pas d'aller aussi profondément. Et de ce point de vue-là, il faudra attendre la mission ExoMars, qui est équipée d'une foreuse qui sera capable de creuser jusqu'à 2 mètres de profondeur pour trouver des formes de vie fossiles qui seraient mieux conservées et éventuellement trouver des formes de vie au présent s'il en existe encore. Cette foreuse permettra à ExoMars d'effectuer des prélèvements réguliers à une profondeur jamais atteinte. Grâce à une batterie d'instruments embarqués, il analysera ensuite les échantillons, en quête du moindre indice de vie actuel ou fossilisé. En attendant que la planète rouge ne livre tous ses secrets, la recherche de la vie extraterrestre continue ailleurs dans le système solaire. En 1997, la mission Cassini s'envole à son tour pour explorer le système de Saturne. Et là encore, une lune au comportement exceptionnel va mettre en émoi la communauté scientifique. Son nom, Encelade. Jusqu'à la mission Cassini, Encelade est une lune parmi tant d'autres. Jusqu'au jour où Cassini survole la lune et se rend compte qu'il y a un geyser, alors là un geyser géant, qui existe au niveau du pôle sud et qui évacue en permanence de l'eau liquide dans l'espace. Et Cassini est passé au travers de ce geyser et a démontré que c'était bien de l'eau, enfin qu'il y avait d'autres constituants, mais principalement de l'eau, ce qui nous a permis d'affirmer qu'il y avait une poche liquide sous la glace au niveau du pôle sud. Encelade, tout comme Europe, mais aussi d'autres lunes appelées Callisto et Ganymède, posséderaient donc de profonds océans. Mais cette eau est enfouie sous des kilomètres de glace dans l'obscurité la plus totale. Dès lors, peut-elle malgré tout héberger des êtres vivants? Sans aucun apport de lumière, la vie est-elle capable de subsister? En parallèle à l'exploration spatiale, on a poursuivi avec des moyens nouveaux l'exploration de la Terre, d'autres disciplines scientifiques. Et ils ont découvert qu'il y avait des organismes, des micro-organismes essentiellement, mais même des organismes supérieurs, qui vivaient dans des conditions tout à fait particulières. Et ils ont appelé ça des extrémophiles. Donc ça voulait dire que la vie aurait pu exister et se développer sur ces corps célestes dans des conditions beaucoup plus larges que les conditions physiques qu'on connaissait au départ sur la Terre. Pour les spécialistes, ces organismes ultra résistants seraient donc capables de survivre dans les océans enfouis des satellites glacés. Mais pour que de telles formes de vie apparaissent, un autre élément se révèle essentiel. Cette eau liquide doit être en contact avec des roches, de la matière minérale susceptible d'apporter les molécules de base à la chimie du vivant. Une nouvelle question s'est alors posée aux scientifiques. Ces océans profonds reposent-ils bel et bien sur un fond rocheux? Europe et Encelade, en revanche, sont des astres beaucoup plus petits. Leurs caractéristiques se révèlent ainsi beaucoup plus intéressantes. Quand je m'enfonce, je vais traverser de l'eau sur 100 km à peu près. Puis je vais trouver des roches sur, on ne sait pas exactement, mais
800 km, 900 km. Alors ces 100 km d'eau sont en fait à séparer en deux entités. Il y a la croûte de glace, parce qu'il fait extrêmement froid en surface, donc forcément il y a de la glace. Et puis, quelques kilomètres en dessous, ou quelques dizaines de kilomètres en dessous, on va trouver de l'eau liquide. Cette eau liquide, elle, va être en contact avec les roches. Sur Europe et Encelade, tous les ingrédients semblent réunis pour que la vie puisse se développer. Alors, allons-nous un jour découvrir des êtres vivants dans les entrailles de ces lunes gelées? Des micro-organismes identiques à ceux présents sur Terre, au fin fond des océans? Alors les exobiologistes, il y en a déjà qui sont prêts à aller creuser un trou et à lancer la pêche à la ligne ou au filet pour ramasser une sirène. Hein. Ça, bon. Mais bon, on ne va pas lancer tout de suite le pêcheur. Hein. Pour deux raisons. La première, c'est qu'on va confirmer l'océan, on va essayer de le caractériser. Et puis, le trou, il faut quand même percer profond parce qu'on ne sait pas s'il y a entre 5, 10, 18, 20, 100 km d'épaisseur de glace. Sur Terre, l'épaisseur de glace la plus grosse qu'on connaisse, c'est 3 km au pôle sud. Bon, donc 100 km de glace, même 10 km de glace, ça fait beaucoup à trouver quand même. Puis dessous, il y a un petit océan qui fait 10, 20, 100, 1000 km de profondeur. Et c'est pas facile d'y aller. Donc avant d'aller analyser sous de la glace, on a le temps. Mais la quête de la vie ailleurs ne s'arrête pas aux astres tournant autour du Soleil. Bien au-delà de Pluton, à des années-lumière de la Terre, il existe des milliards d'autres soleils, entourés de milliards de planètes. Parmi elles, il existe peut-être une sœur jumelle de la Terre, une planète rocheuse située exactement à la bonne distance de son étoile. Un monde habitable où des êtres vivants pourraient prospérer. Mais comment le savoir? Par quels moyens peut-on détecter des astres aussi lointains, ce que l'on appelle des exoplanètes? Les exoplanètes, on ne va pas aller les visiter. Hein. Elles sont à peu près la plus proche des exoplanètes, elle est au moins à 4 ou 5 années-lumière. Donc avec les systèmes actuels, pour y aller, c'est entre 500 et 5000 ans. Bon. Donc au-delà, même ça, c'est pas envisageable. Une mission en 400 ans, on ne sait pas prévoir actuellement. Dans les budgets, c'est pas prévu. Donc on n'arrive pas à le faire. Donc on ne pourra que les observer. Depuis plus de 10 ans, les astronomes du monde entier pointent donc leurs télescopes vers les confins de la galaxie. La traque des exoplanètes est aujourd'hui l'un des domaines majeurs de l'exobiologie. Depuis plusieurs années, l'Agence spatiale européenne s'est lancée dans la construction d'un télescope hors du commun. Son nom, l'EELT, pour European Extremely Large Telescope. Avec son miroir de 39 mètres de diamètre, il sera 10 fois plus sensible que les télescopes actuels. Sa mise en service n'est pas prévue avant 2020. En attendant, les scientifiques européens s'activent pour construire et assembler chacun des 800 segments qui composeront le gigantesque miroir. Grâce à un grand télescope, on peut aller voir ce qui se passe vraiment tout près d'étoiles dans son proche environnement, notamment regarder leur atmosphère, voir quelle est la composition chimique. On pourra même voir s'il y a des vents dans ces atmosphères d'exoplanètes. Alors évidemment, on commencera par les plus grosses, les géantes, plus faciles à observer, mais aussi on essaiera d'observer les atmosphères de super-Terre, et si jamais on a de la chance, eh bien, on cherchera des signatures biologiques dans ces atmosphères, type ozone, oxygène. Les signatures biologiques sont des gaz ne pouvant être produits que par des êtres vivants. L'ozone et l'oxygène, par exemple, appartiennent à cette catégorie. Si un jour le James Webb Space Telescope ou l'EELT parviennent à en détecter, si leurs observations sont confirmées et irréfutables, alors nous pourrons enfin dire que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Mon intime conviction est que la vie
Il n'y a pas de raison qu'elle n'existe pas ou qu'elle n'ait pas existé ailleurs. Les mêmes ingrédients existent partout, on trouve des acides aminés, des molécules dans les nuages interstellaires partout, etc. Donc il n'y a pas de raison, il y a des planètes dans tous les coins de la galaxie, il y a des milliards de galaxies, il n'y a pas de raison qu'elle n'existe pas quelque part. Je crois qu'il y a beaucoup de possibilités et qu'une réponse au moins préliminaire à cette question, à la question de savoir si nous sommes seuls dans l'univers, peut être donnée dans un temps relativement court, c'est-à-dire 20 ou 30 ans. Des problèmes majeurs sur lesquels on va tomber dans les 20 prochaines années. Après, la science évoluera d'elle-même, je veux dire. Mais c'est quand même la possibilité de reconnaître de la vie. Et ça, c'est vraiment très difficile parce que rien ne dit qu'on soit capable de reconnaître une vie qui soit trop différente de la nôtre. Animés par leurs convictions sans faille, les scientifiques continuent de scruter le ciel, encore et encore. Un jour, quelque part dans l'immensité de l'espace, d'autres êtres vivants seront peut-être enfin découverts. Si cela arrive, la Terre, notre Terre, ne serait alors plus un joyau solitaire, mais une planète parmi d'autres abritant la vie dans l'univers.